Un de nos objectifs, c'est faire du reconditionné le meilleur choix pour le consommateur. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On the Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneurs, acteurs du monde de l'entreprise ou chercheurs, On the Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Camille Richard, je suis en charge de la RSE chez Back Market et je vous remercie de votre invitation sur On the Way pour parler du reconditionnement et de son impact sur l'environnement. Moi je suis originaire de la région de Bordeaux et j'ai été élevée par des parents biologistes, ce qui a énormément impacté avec du recul aujourd'hui mon engagement et j'appellerais pas ça une vocation mais en tout cas ma conviction de vouloir travailler dans des métiers qui étaient en ligne avec la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources, etc. Mais mes frères et sœurs font aussi des métiers dans cette branche, donc je pense que ça a été déterminant. J'ai fait des études à Sciences Po Bordeaux, un master notamment en analyse de risque, avec cette idée de vouloir travailler dans l'environnement, mais pas savoir forcément très bien comment aborder ce monde ou ces métiers-là. Donc j'ai fait le choix de travailler dans une entreprise qui était spécialisée dans la gestion environnementale pour me former sur le tas. Et en me disant que, en fait, en sortant de là, je serais capable de travailler dans des métiers un peu plus techniques ou en tout cas un peu plus spécialisés sur l'environnement. Donc je suis partie en VIE au Brésil avec Suez, chez qui j'ai continué ensuite au Mexique, puis je suis rentrée à Paris, toujours chez eux, en faisant des métiers. J'ai travaillé dans le marketing, dans la communication, dans le business development. Et les dernières années, j'étais à la direction du développement durable de Suez, où j'ai beaucoup travaillé sur la performance environnementale de l'entreprise et sur la performance environnementale de nos clients industriels. C'est là que je me suis familiarisée avec les sujets d'impact, la mesure d'impact et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour l'améliorer, pour faire en sorte qu'une entreprise ait un bilan en tout cas plus positif, si ce n'est complètement positif. Quand j'étais chez Suez, donc j'ai travaillé à la fois sur la question du traitement de l'eau et du traitement des déchets. Et c'est vrai que ce qu'on apprend en travaillant dans ce milieu-là, c'est qu'un déchet n'est pas un déchet est potentiellement une ressource. Donc ça veut dire recycler, donc déjà ce qui semble être la base aussi, donc une bouteille en plastique, etc. Ça veut dire produire de l'énergie verte aussi avec le biogaz, etc. Ou même de la chaleur avec l'incinération. Donc en fait l'idée c'était de transformer un peu son mindset en se disant, en tout cas son état d'esprit en se disant ok, on peut toujours trouver une nouvelle utilité, la question de la revalorisation, de la réutilisation, du recyclage. C'est comme ça qu'il faut aborder aujourd'hui nos déchets, et plus seulement comme quelque chose qu'on va mettre dans un trou et recouvrir de terre en fait. Et c'est pour ça aussi que l'activité de Back Market m'a intéressée assez rapidement, et j'ai commencé d'ailleurs à acheter des appareils chez eux avant même de travailler, mais c'était justement cette idée que ces téléphones, ces ordinateurs qui partaient au rebut, donc soit en décharge, soit dans nos tiroirs, dans nos armoires. Le consommateur sait bien qu'il ne faut pas qu'il jette, et donc il va le garder. Mais en fait, tout ça en fait, devenait du déchet, alors que ça pouvait avoir une seconde, une troisième, voire une quatrième vie. Il faut savoir en plus qu'aujourd'hui, même pas 20% des déchets électroniques sont recyclés. Donc c'est aujourd'hui le potentiel de réutilisation de l'électronique est énorme aujourd'hui. L'idée de Back Market, elle commence aussi, alors elle a été fondée par 3 personnes, Thibaut Delarose, Vianney Vaught et Quentin Lebroustet. Et l'idée, elle est venue d'un constat, quelque part, du fait qu'il existait à la fois une solution assez simple d'économie circulaire et de lutte contre le réchauffement climatique, qui était le reconditionnement, puisque c'est pas une solution qui est nouvelle, et en même temps, une absence totale de confiance du consommateur envers cette solution-là. C'est-à-dire que pour un consommateur, c'était très difficile, moi la première encore il y a quelques années, et de se dire ok, je vais acheter un téléphone de seconde main. Parce qu'on avait peur que l'appareil lâche quelques mois ou quelques semaines ou quelques années après, qu'on n'ait personne vers qui se retourne, etc. Donc l'idée de base de Back Market, c'est de dire ok, on va mettre en relation un consommateur qui cherche des solutions aussi plus durables un marché qui existe, qui est celui du reconditionnement. Et le marché du reconditionnement, il était
finalement assez opaque pour le consommateur et assez incompréhensible, puisque c'est un marché qui est très hétérogène. Vous allez avoir des ateliers qui font 150, 200, 500 personnes, qui vont être vraiment industrialisés en fait dans le processus de reconditionnement, comme vous allez avoir des ESS, des ESAT, des ateliers où ils sont 3-4 personnes. Donc en fait c'était aussi, je pense, très difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Donc là la proposition de Back Market, c'était, enfin de ces 3 fondateurs qui est devenu Back Market, c'était de créer une plateforme qui allait pouvoir à la fois mettre en place ses vendeurs et ses acheteurs, mais en même temps fournir toutes les garanties qui allait permettre aux consommateurs de dire ok, j'ai confiance, je vais acheter, puisque l'achat se fait là-dessus dès qu'on a un certain niveau financier évidemment. Donc c'est une idée qui paraît finalement assez simple mais qui n'existait pas avant, et le motto quelque part de Back Market, c'est de pouvoir dire on va proposer la même expérience à la personne qui veut acheter du reconditionné comme si elle achetait du neuf. C'est en fait il ne doit pas y avoir de raison factuelle d'acheter du neuf. On va vous donner les mêmes avantages, les mêmes garanties, le même plaisir aussi à l'achat, parce que ça compte aussi. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par la mise en place de garanties. Donc il y a des garanties de 2 ans sur les appareils, d'un service après-vente, de choix aussi. Vous allez pouvoir choisir de couleurs, de modèles, type d'appareil. Et puis ça passe aussi par la communication et la sensibilisation. Donc sur la communication, Back Market a adopté une image de marque assez forte, assez décalée, assez humoristique aussi. L'idée étant de rendre le reconditionné sexy. Il fallait qu'en fait l'acheteur soit fier d'avoir choisi du reconditionné. Et après, il y avait aussi la question de la sensibilisation plus large à ce que ça voulait dire en termes d'impact environnemental de choisir du reconditionné. Nous, on voit notre base de consommateurs qui s'élargit. Aujourd'hui, on a 25% qui viennent pour des questions d'impact, plutôt 75% pour des questions de prix. Mais ces personnes qui viennent pour des questions de prix, elles reçoivent aussi l'information dans leur achat sur ce que ça veut dire en termes d'environnement, d'impact environnemental, de choisir du reconditionné. L'idée de cette entreprise, c'était vraiment de proposer une solution qui allait permettre de faire la différence sur l'impact de l'électronique. Parce qu'en fait, c'était ça aussi, c'était que l'impact de la production ou de la surconsommation qu'on fait des appareils électroniques, elle est dramatique pour l'environnement et elle reste encore assez invisible. Alors si on parle de la question des déchets en tant que tel, il faut savoir que je crois qu'en 2020 c'était environ 53 millions de tonnes de déchets produits. C'est la production de déchets qui a la plus grosse progression aujourd'hui dans le monde. Et ces déchets qui sont très mal traités encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, on sait que beaucoup de déchets européens finissent dans des décharges à ciel ouvert en Afrique, qui sont pas du tout traités. Et ce qui est assez paradoxal finalement, parce que finalement c'est des déchets qui sont pleins de matières premières qui sont valorisables, parce on a entendu parler des terres rares, mais il y a énormément de métaux précieux dans les téléphones, dans les ordinateurs, etc. Donc c'est bien sûr des machines qui sont complexes à recycler, mais il y a une vraie valeur. Et donc aujourd'hui on n'aborde pas du tout de façon suffisamment responsable, ou en tout cas développer cette question des déchets électroniques. Et en fait, il faut savoir qu'une décharge de déchets électroniques, c'est à la fois des émissions de gaz qui sont toxiques, c'est la pollution de nappes phréatiques. Donc en fait, c'est pas seulement le fait de se retrouver avec un tas de déchets. C'est-à-dire que ça va avoir des impacts sur les écosystèmes qui sont aussi autour. Donc c'est un sujet qui est extrêmement crucial aujourd'hui. Et en fait, il faut se demander ce qu'on peut faire de ces appareils avant que ça devienne des déchets. Plus l'appareil va vivre longtemps, moins son impact déchet sera important. Aujourd'hui, acheter un téléphone reconditionné plutôt qu'un smartphone neuf, ça permet d'économiser 175 grammes de déchets électroniques. 175 grammes, ça paraît pas énorme, mais quand vous savez qu'un téléphone, c'est 130 grammes, donc déjà ça permet d'éviter ce déchet, que le téléphone devienne un déchet, mais ça va permettre aussi d'éviter tous les déchets électroniques qui vont être produits pendant le processus de fabrication du téléphone. Une fois que les métaux sont extraits, ils vont être transformés pour devenir des composantes en fait, qui vont rentrer dans les téléphones, et toute cette transformation, tout ce processus crée énormément de déchets aussi. Donc en fait, il ne faut pas négliger l'impact que peut avoir le fait de choisir du reconditionnement sur cette production de déchets électroniques aujourd'hui. Les déchets électroniques sont un sujet qui est de plus en plus récurrent, mais la question de l'impact de notre consommation d'appareils électroniques, elle est beaucoup plus lourde, on va dire, aujourd'hui. Et un bon exemple, ou en tout cas un bon impact pour s'en rendre compte, c'est les émissions carbone.
Aujourd'hui, 4% des émissions carbone globales sont liées à notre consommation du digital. Donc, quand on dit ça, on parle à la fois de la production des appareils, mais aussi de la consommation de nos données, des données, par exemple le streaming, etc., ou les serveurs, etc. Mais il faut quand même rappeler que selon l'endroit du monde où on se trouve, la part de la fabrication représente entre 50 et 70%, voire 80% de cet impact. Donc c'est la fabrication qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, on dit 4% c'est plus que le trafic aérien mondial. Donc en fait, et cette tendance est en augmentation. Donc en fait, aujourd'hui, il faut être très réaliste. On ne va pas arrêter de consommer du digital ou du numérique, puisque c'est rentré dans nos vies, en fait. Mais il faut se poser la question de comment on le consomme mieux et comment on réduit en fait notre impact sur ce poste particulier d'émissions carbone et sur cet aspect tellement central, ou qui est devenu tellement central dans nos vies aujourd'hui. C'était important de regarder tous les aspects de cet impact environnemental. On a parlé des déchets électroniques, on a parlé du carbone, mais il faut regarder aussi des ressources comme l'eau et les matières premières. Aujourd'hui, produire un téléphone neuf, c'est plus de 82 000 litres d'eau qui sont consommés. Donc dans l'extraction des matériaux qui servent, il y a beaucoup d'eau qui est consommée, mais aussi dans la fabrication des composantes. Alors que reconditionner un téléphone, si on change des pièces, puisque c'est la fabrication de ces pièces qui va être consommatrice aussi, est autour de 13 000, 14 000 litres d'eau. Donc on a une différence de plus de 68 000 litres d'eau entre choisir un téléphone reconditionné et acheter un téléphone neuf. La lutte contre l'obsolescence programmée fait partie de notre mission, à la fois auprès du consommateur, mais aussi on se bat auprès des reconditionneurs, puisque en fait ils sont aussi très très handicapés par ça, puisque les constructeurs les empêchent de réparer en encastrant les batteries, etc. Donc aujourd'hui, la question de l'obsolescence programmée, c'est un vrai sujet qui est regardé par le législateur pour justement permettre que les pièces détachées soient disponibles plus longtemps, à des prix moins prohibitifs, puisqu'aujourd'hui ça fait partie des barrières qu'il y a à la réparation, c'est que les constructeurs mettent des pièces d'origine en vente aux réparateurs à des prix qui sont complètement prohibitifs, qui rendent en fait la réparation beaucoup moins intéressante. Et il y a évidemment la question de l'obsolescence perçue. Donc ça, c'est vraiment comment un constructeur va rendre désirable un nouveau produit pour donner envie au consommateur de changer. On parle du téléphone aujourd'hui, de changer son téléphone alors que le sien marche encore, alors qu'il l'a acheté il n'y a pas si longtemps, alors qu'il a encore 2, 3, 4 ans de durée de vie devant lui. Et en fait, tout ça on peut appeler aussi l'obsolescence marketing. Enfin, il y a plein de notions autour de ça, mais ça veut toujours dire la même chose. C'est qu'en fait, ce ne sont pas des obsolescences qui sont réelles ou techniques, c'est vraiment des obsolescences qui sont perçues par le consommateur, parce que en fait on lui martèle un discours marketing qui va le pousser à consommer quelque chose dont il n'a pas vraiment besoin à ce moment-là. On soutient beaucoup une association française qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée, qui justement essaie de faire condamner des grandes, souvent un peu les GAFAM, mais sur ce sujet de l'obsolescence qui pousse en fait à surconsommer, qui est un vrai problème aujourd'hui, qui est en grande partie responsable de ces effets dramatiques de l'électronique sur l'environnement. Et on parlait tout à l'heure des 4% des émissions globales qui sont dues à ça. Aujourd'hui, pour convaincre le consommateur, il faut aussi lui amener des preuves de fiabilité des appareils qu'il va acheter sur le site. Et donc pour avoir ces preuves, on est obligé d'imposer des standards de qualité extrêmement hauts aux reconditionneurs, qui sont parfois pas forcément ravis, puisque ça veut dire aussi plus de process, ça veut dire aussi de mettre en place aussi des indicateurs, d'améliorer des processus aussi de réparation. On est devenu un acteur très important, et beaucoup de reconditionneurs vendent sur la plateforme française, vendent sur la plateforme en France. Et à la fois, on est un petit peu parfois l'intermédiaire qui demande de plus en plus de garanties, de qualité, etc. Mais en fait, à la fin de la journée, on a le même objectif avec les reconditionneurs, c'est vendre le plus d'appareils reconditionnés possible. On revient toujours à cette même idée, c'est donner la même expérience d'achat que le neuf aux consommateurs de reconditionnés. Pour arriver à faire ça, on doit imposer des standards de qualité aux reconditionneurs pour donner ces garanties aux consommateurs. Comme ça, en fait, après, on aura
j'ai envie de dire, plus besoin de convaincre que c'est la même qualité d'acheter du neuf ou de reconditionner. Et on pourra peut-être aussi se focaliser plus sur cette question du discours d'impact environnemental. Aujourd'hui, Back Market, c'est 1500 reconditionneurs qui vendent sur la plateforme. Avec des volumes de vente différents. Vous en avez qui en vendent beaucoup, d'autres qui vendent un peu moins, etc. Donc ça dépend aussi des marchés sur lesquels on est, puisque aujourd'hui la plateforme elle est présente dans 15 pays. En France aujourd'hui, la majorité des ventes sont faites par des reconditionneurs français, c'est environ 70%. Le reste est fait par des reconditionneurs européens, américains et un peu asiatiques, à hauteur de 8% sur la plateforme. Donc aujourd'hui, on voit en fait quand même que déjà le marché français est assez vigoureux en termes de reconditionnement. Il faut savoir quand même que la demande est plus importante que l'offre sur le marché du reconditionnement dans le monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a été obligé d'ouvrir aussi la plateforme à des reconditionneurs étrangers, donc européens, asiatiques, américains. Puisque, pour en revenir à ce qu'on disait sur la même expérience sur le reconditionné que sur le neuf, il faut qu'on puisse donner du choix aussi. Donc aujourd'hui, il faut savoir que si on regarde un petit peu la structuration internationale, on va dire, du reconditionnement, c'est que vous allez avoir des sources d'appareils qui vont être beaucoup aux États-Unis, par exemple, puisqu'en fait, ils ont des modèles où ils changent de téléphone très souvent, donc il va y avoir énormément de mal dessus. Après, vous avez évidemment des téléphones qui sont collectés en France ou en Europe, etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'est assez intéressant de voir en fait que les habitudes de consommation de certains pays vont impacter le marché global du reconditionné. Quand on travaille aujourd'hui, c'est justement de faire ce qu'on appelle un boost local, c'est-à-dire en fait permettre aux reconditionneurs d'être privilégiés à la vente sur leur propre marché. Par exemple, quand vous êtes un Français qui va sur le site de Back Market pour acheter un téléphone, on va essayer de vous proposer en priorité des téléphones qui sont reconditionnés en France par des reconditionneurs français. Il faut voir aussi que même si votre téléphone il arrive de Chine, parce qu'il a été reconditionné en Chine et sourcé en Chine, mais vous l'allez lâcher sur Back Market, et c'est d'ailleurs c'est sur la fiche du produit, c'est quelque chose qui est complètement transparent sur le site. Vous allez recevoir ce téléphone chez vous. Évidemment que son impact sera plus fort qu'un téléphone qui va être reconditionné en France et acheté en France. Mais cet impact sera de toute façon bien meilleur que si vous aviez acheté du neuf. Quand vous achetez un téléphone reconditionné, vous permettez d'économiser environ 80 kg de CO2. Quand vous savez que un transport en avion, on va dire vraiment dans le pire des scénarios, un transport en avion de Chine en France de ce téléphone, ça va être entre 1 et 4 kg de CO2. Donc vous ferez toujours de toute façon, au pire, on va dire, permettrait d'économiser 76 kg de CO2. Il va falloir améliorer en fait la collecte pour pouvoir être capable justement d'arrêter d'aller se sourcer aux États-Unis ou en Chine, etc. pour pouvoir avoir vraiment un approvisionnement et un espèce de circuit court, on va dire, sur la France. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui à quelqu'un qui a des téléphones dans ses tiroirs ? Je pense qu'on a tous entre eux. Alors il y a toujours celui qu'on garde au cas où le nôtre lâche, mais il y en a toujours un ou deux qui sont là et qui servent pas à grand chose. Aujourd'hui il y a plusieurs solutions. Donc la première évidemment, parce que je prêche pour ma paroisse, mais sur Back Market on a une solution qui s'appelle le buyback. En fait vous pouvez revendre votre téléphone sur la plateforme. Donc comment ça marche ? C'est assez simple, c'est qu'en fait vous vous connectez, vous rentrez les caractéristiques de votre téléphone, donc quel modèle, quelle année, etc. Est-ce qu'il y a des rayures sur l'écran par exemple ? Et vous allez avoir un reconditionneur qui quasiment en direct va vous faire une offre. Il va vous dire ok, votre téléphone, je vous le rachète 70, 80, 120 euros ou 10 euros parce qu'en fait il vaut plus grand chose, mais moi je vais quand même l'utiliser pour sortir des petites pièces pour pouvoir en réparer un autre. Donc il y a cette solution. Là vous êtes sûr en fait que ça va repartir en réutilisation. Vous pouvez aussi le donner à des associations comme Emmaüs qui en fait a une activité de reconditionnement qui s'appelle les ateliers du bocage, qui peut aussi revaloriser. Et après, en dernier recours, si vraiment vous ne trouvez pas de solution pour votre téléphone, vous vous tournez du coup vers un éco-organisme qui va s'engager à le recycler. Et donc là, vous avez une solution qui existe depuis quelques mois déjà, voire quelques années, qui s'appelle je donne mon téléphone.fr. C'est Écosystème, l'éco-organisme qui a mis ça en place. En fait, vous vous connectez et il va vous envoyer une enveloppe déjà affranchie pour que vous mettiez votre téléphone et que vous l'envoyez pour qu'il soit recyclé. Moi, je suis arrivée chez
chez Back Market il y a 1 an et demi, donc c'est une entreprise qui a été créée en 2014. C'était très intéressant d'arriver dans cette entreprise, puisque c'est à la fois une entreprise qui est très très engagée. C'est-à-dire que quand vous parlez à n'importe quel employé de Back Market, enfin moi pour l'instant ça m'est pas arrivé de pas rencontrer quelqu'un qui me dise moi je suis arrivé chez Back Market parce qu'il y avait du sens. Parce qu'en fait je m'y retrouvais dans mes valeurs, j'avais envie de faire quelque chose de positif pour la planète, etc. Donc ça c'est très très agréable. Et en même temps il faut arriver aussi à adapter le rythme de la start-up. C'est-à-dire que la start-up c'est par définition, même si Back Market est maintenant ce qu'on appelle une scale-up, donc le niveau d'après, ça va vite. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions vite, on peut changer de cap très vite parce qu'on se rend compte qu'une idée ne marche pas, etc. Chose qui peut très bien s'adapter à la RSE parce qu'on peut très bien se rendre compte qu'on a lancé un projet qui finalement n'aboutirait pas et on va changer de cap. Mais la RSE, c'est aussi des processus qui prennent plus de temps, où il y a tout un aspect d'adaptation à la réglementation aussi, parce qu'en fait, ça, c'est aussi très lié. Mettre en place une feuille de route carbone, ça prend du temps. Parce que faut que ça se fasse en coordination avec les équipes, il faut que les équipes elles soient engagées, etc. Ça, c'est des sujets qui prennent du temps. Donc c'est toujours très intéressant de voir en fait comment ces deux temporalités se croisent, s'accordent, parfois s'entrechoquent. Et c'est à la fois à moi de m'adapter, on va dire, au rythme de la start-up et sur ce rythme-là, business très important qui est lié à l'hypercroissance de la boîte. Et en même temps, cette entreprise en hypercroissance qui veut donner un cadre à cette hypercroissance et qui sent bien en fait qu'il faut aussi s'adapter au rythme de la RSE sur certains aspects. On va pas se dévoyer en fait, dévoyer nos valeurs dans ce processus d'hypercroissance. Back Market en termes d'entreprise, les grands projets qu'il y a, c'est de se développer à l'international, évidemment, et de se diversifier aussi. Faire en sorte qu'on arrive vraiment à proposer une gamme d'appareils reconditionnés électriques et électroniques la plus large possible pour qu'on puisse se dire ok, moi demain je dois meubler ou je dois équiper mon appartement, je vais rien acheter de neuf en fait, parce que j'ai cette solution. Donc en fait, de petit à petit donner de plus en plus d'options, en fait, ça fait partie d'ailleurs de nos objectifs. Nous allons devenir entreprise à mission là, dans quelques semaines, et un de nos objectifs c'est faire du reconditionné le meilleur choix pour le consommateur. Donc ça demande énormément d'investissement en termes de qualité, en termes de processus consommateur, etc. Et après en côté plus RSE mais qui se mêle avec la partie business, donc déjà comment on va valoriser ces chiffres qui sont sortis de l'étude ADEME à laquelle on a participé, sachant que là on a eu les téléphones, mais d'ici à mars on aura sur les ordinateurs, les tablettes, etc. Donc comment en fait on valorise ces chiffres des consommateurs, comment on fait en sorte que le consommateur s'approprie ces impacts qu'il a permis d'éviter. Après moi j'ai 2 gros chantiers là qui commenceront cette année, c'est comment on réduit l'impact de notre plateforme, parce qu'en fait c'est très bien de parler de l'impact du reconditionné, mais nous on a un impact aussi. Donc il faut aussi se dire ok, comment on fait. C'est pas parce que notre activité a un impact positif sur la planète qu'il faut pas regarder l'arrière-boutique et faire en sorte qu'elle soit au moins aussi propre que la vitrine. Et donc on travaille beaucoup là-dessus, donc on va travailler avec les équipes techniques, nos développeurs, etc. pour voir comment on peut encore améliorer l'empreinte de nos sites internet. Et après un autre sujet qui moi me tient à cœur, c'est justement cette question des livraisons qu'on a abordée. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui Back Market n'a pas la main sur les livraisons. C'est vraiment une interaction entre le reconditionneur et le client final. Mais ça veut pas dire en fait qu'on peut pas accompagner. Donc nous l'idée ça va être aussi de permettre au consommateur d'avoir une idée de l'empreinte de sa livraison au moment de l'achat. Parce que par exemple ce qu'on sait assez peu, c'est que quand vous avez le choix entre une livraison normale et une livraison express, votre livraison normale a beaucoup moins d'impact que la livraison express. Et en fait c'est quelque chose qui n'est pas dit, parce que c'est assez méconnu, et qu'il y a pas mal de gens qui seraient d'accord pour attendre leur appareil 2 jours de plus, si ça veut dire 2 kg de CO2 en moins en fait. Donc ça c'est vraiment des choses, que je parlais d'information, et on est vraiment là-dessus. Donc comment on peut amener à ces changements d'habitude de consommation vraiment par l'information, en responsabilisant quelque part le consommateur, mais sans le culpabiliser, parce qu'en fait la majorité du temps il est même pas au courant, parce que ce sont même pas des informations qu'il va recevoir au moment de l'achat, etc. Alors qu'en fait si on le dit, il n'y a aucune raison que l'acheteur se sente acculé ou quoi que ce soit. Il va dire, je pense que c'est plutôt positif de donner ce genre d'informations et de laisser le choix en fait.
pas avoir des pratiques particulièrement ni vertueuses ni en avance, c'est-à-dire que je pense que comme beaucoup de Français, je fais attention à ma production de déchets. Je pense que ça vient aussi, je pense, de mes années à travailler dans le recyclage aussi, donc je fais attention à ça depuis longtemps. J'essaie évidemment de privilégier les circuits courts pour l'alimentation notamment et pour les habits, etc. Et puis j'essaie surtout, pour le coup ça marche pour les vêtements, pour la technologie, pour n'importe quel bien de consommation, c'est les garder le plus longtemps possible. Depuis que je travaille chez Back Market, c'est d'autant plus fort chez moi, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, le prolongement de la durée de vie des appareils, mais du coup ça s'étend à tous les biens de consommation qu'on peut acheter, qu'on peut utiliser au quotidien. Et garder ces objets le plus longtemps possible et pas juste abandonner une cafetière parce que elle a pas trop marché pendant une semaine, etc. Donc voir comment on peut réparer. Donc c'est ça que je suis en train d'explorer plutôt sur comment on peut réparer, comment on peut prolonger, comment on peut entretenir. Typiquement voilà des choses. J'ai commencé à entretenir des appareils électroménagers que j'avais jamais vraiment regardé avant, en me disant ok, il faut que je prolonge le maximum en fait la vie de cet appareil, puisque en fait il a eu un impact environnemental énorme avant d'arriver dans ma cuisine ou dans ma main, si on parle d'un téléphone quoi. Quand on a ces informations là, en fait on peut avoir un acte d'achat qui est beaucoup plus conscient. Est-ce que je veux acheter ce smartphone parce que j'en ai besoin, ou parce qu'en fait on m'a fait miroiter une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau design et c'est vrai que c'est plus sympa et plus sexy que celui que j'ai aujourd'hui, etc. Et en fait ça permet l'information en fait elle permet sans, je disais tout à l'heure, sans pour autant se flageller en disant c'est horrible tout ce que je fais, etc. mais dire ok, bon là cet acte d'achat, cet objet que j'ai envie d'avoir, en fait c'est pas seulement 130 grammes d'objets, c'est des kilogrammes de carbone, c'est des kilogrammes de matières premières, des millilitres d'eau. Donc c'est sans se faire écraser par l'immensité de ces impacts-là, mais se dire ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je peux pas attendre 1 an, 2 ans ? En fait, pour vous donner une idée, là je vous ai donné l'exemple de la différence entre l'achat d'un neuf et l'achat d'un reconditionné pour un téléphone qui est de 80 kg de CO2. Ça c'est pour l'hypothèse de base, c'est un téléphone reconditionné qu'on garde 2 ans. Mais si vous gardez une année en plus vos téléphones reconditionnés, pour chaque année supplémentaire, vous économisez 25 kg de CO2. Donc en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que vous gardez un peu plus votre appareil, que ce soit votre cafetière, votre machine à laver, votre téléphone, même votre pull en fait finalement, en fait vous allez encore plus économiser, vous allez en plus éviter d'impact sur votre achat en fait. Donc ça veut dire que vraiment c'est pas anecdotique, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un élément de langage de dire ça, c'est vraiment très 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 concrètement, vous rajoutez 25 kg de CO2 évité par année, vous gardez votre téléphone. Il faut pas minimiser notre pouvoir. Nos choix en fait, non seulement ont un impact direct sur l'environnement, mais en plus peuvent obliger les industriels à changer aussi leur façon de faire. Et nous en fait, ce qu'on espère par exemple avec si on garde l'exemple des appareils électroniques, mais c'est qu'à terme les constructeurs, les Samsung, les Apple, etc. fassent des objets qui soient plus facilement réparables. Prends l'exemple de Fairphone, c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on doit réfléchir à construire la technologie aujourd'hui. Il n'y a pas de sujet, c'est eux qui ont la réponse là-dessus. Il faut que la réparation revienne, parce qu'elle a toujours existé et elle était un peu sortie de les automatismes parce que par la profusion de biens de consommation qu'on a apportés. Donc en fait il faut le remettre en fait dans nos réflexes du quotidien, de pas se dire ma machine à laver a fui, mais c'est terminé, je la change en fait. Non, il y a peut-être des choses à faire. Il y a des acteurs type Murphy en fait qui aussi facilitent beaucoup cet accès à la réparation, et je pense qu'il faut vraiment aller dans ce sens-là quoi. Mais ce que vous dit Murphy et ce qu'on voit aussi nous chez les reconditionneurs, c'est que on cherche des gens, c'est-à-dire que c'est des secteurs qui sont en train de se développer et c'est des métiers qu'on avait laissé tomber en fait dans la formation. Donc en fait, il y a aussi tout un mouvement pour ramener des gens en fait vers la réparation, qui est vraiment un métier d'avenir et puis surtout qui a un impact extraordinaire sur l'environnement. Un conseil à emporter, je dirais, pour moi c'est le plus important, mais allongeons la durée de vie de nos objets quoi. Longue vie aux objets.
une fois que vous devez changer, achetez du reconditionné. Retrouvez tous les épisodes d'On The Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal-finance.bnp Paribas. Les liens et références cités par nos invités sont à retrouver dans le texte d'introduction de chaque épisode. Et si vous souhaitez témoigner à notre micro, écrivez à nicolas.meunier@bnpparibas.com. À très bientôt!